Bonjour et bienvenue au Forum Radio Vivant. Vous êtes l'invité Yannick Jadot. Bonjour. Alors une émission, je dois le dire, dédiée à Serge Hajdenberg, décédé vendredi. Serge qui avait fondé Radio J en 1981 et qu'il avait présidé pendant plus de 35 ans. Alors, toutes mes condoléances pour merci, cette monsieur. radio et ses collaborateurs. Merci Monsieur Jadot. Alors après un an de coronavirus, la campagne de vaccination qui s'accélère ce week-end suscite un certain nombre d'interrogations quant à la gestion des vaccins. L'Europe a-t-elle joué pleinement son rôle? Faut-il obliger les soignants à se faire vacciner? L'objectif de vacciner l'ensemble des Français qui le souhaiteraient à la fin de l'été, comme l'a proposé Emmanuel Macron, est-il tenable? Ou encore, faut-il imposer un pass sanitaire? Et puis reste une forme d'usure des Français, voire de colère d'une partie de la jeunesse. Comment y répondre? Et puis comment aussi faire vivre le débat politique et la démocratie à 13 mois de la présidentielle? Et donc pour commencer, Yannick Jadot, la crise sanitaire, vous êtes député européen. Quand vous constatez que la Grande-Bretagne, qui a quitté l'Union, semble mieux réussir sa campagne de vaccination que l'Union européenne, vous pensez que c'est dû à quoi et est-ce que ça vous étonne? L'Union européenne a pris une excellente initiative quand elle a souhaité organiser l'achat par l'ensemble des pays européens et pour l'ensemble des pays européens des doses de vaccins. Il faut se souvenir que quand ces négociations sont engagées, on ne savait pas quelle technologie allait sortir. Finalement, c'est l'ARN messager qui a été la première des technologies efficaces en matière de vaccination. Et puis l'idée d'éviter ce qu'on avait vu pour les masques, des pays européens se faisant concurrence, y compris se volant les cargaisons de masques sur les tarmacs chinois, évidemment, il ne fallait pas renouveler ça, ça aurait été le pire. Mais incontestablement, il y a eu trop de frilosité de la part de l'équipe qui a négocié sur instruction de la présidente de la commission. Trop de frilosité, c'est-à-dire pas assez de vaccins commandés? Pas assez de vaccins commandés, c'est sûr, mais en même temps, l'Europe, c'est pas la Grande-Bretagne. C'est près de 500 millions d'habitantes et d'habitants. Donc, quand vous jouez pour une telle quantité d'habitants, évidemment, vous pesez sur le marché mondial de production. Non, trop de frilosité sur les prix. Trop de frilosité sur les régimes de responsabilité et surtout des négociateurs qui n'avaient pas l'habitude de ces situations de crise, ni des laboratoires. Moi, je suis très content que le commissaire Breton soit de nouveau dans l'équipe qui négocie, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'ambition, de volonté et qui assume plus de responsabilités politiques. Maintenant, attention. Alors justement, maintenant, je vous ai entendu dire il faut une levée des brevets. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique et ça débouche sur quoi? Alors déjà, juste pour conclure, que l'Allemagne, qui va être le pays où il va y avoir 2 vaccins créés, celui de BioNTech qui sert Pfizer et CureVac. L'Allemagne qui est préparée depuis 6 mois avec ses vaccinodromes, qui a tout préparé, soit mécontente de l'Union européenne, je le comprends. La France, attention, si on n'avait pas eu l'Union européenne, on serait planté avec notre Sanofi. Et on n'a pas de vaccin. Donc je crois qu'il faut être très équilibré. Maintenant, effectivement, l'enjeu pour sortir de cette crise mondialement, rapidement, c'est de récupérer les brevets des laboratoires. On les compense. Ça s'appelle les licences obligatoires. C'est dans le droit français, dans le droit européen, dans le droit de l'Organisation mondiale du commerce. Donc c'est parfaitement... Et il faut que les laboratoires acceptent. On récupère les brevets. Non, à partir du moment où c'est une exigence, on peut le faire. On l'avait fait à une époque pour les traitements contre le sida. Donc on peut le faire et il faut le faire parce qu'aujourd'hui on ne peut pas se contenter simplement d'augmenter les capacités de production de mise en flacon. Il faut augmenter les capacités de production des substances pour, encore une fois, massifier la vaccination et faire en sorte qu'on puisse vacciner dans l'ensemble du monde, parce que sinon il y aura des variants qui viendront percuter toute nos stratégies en Europe. Parce que ce qu'on dit, ce que même Emmanuel Macron dit, c'est que cette épidémie va durer et qu'à terme, il faudra 3 à 4 milliards de vaccins par an. Mais il faudra, vous vous rendez bien compte que même si on arrivait à vacciner totalement l'Europe, on ne va pas rester fermé du reste du monde pendant des années. Et si on laisse des variants se créer, se développer beaucoup plus durs que le variant sud-africain ou le variant anglais ou même le variant brésilien et que ça vient percuter nos campagnes de vaccination, on replongera dans une pandémie terrible. Donc il faut, encore une fois, mettre autour de la table les laboratoires.
on prend les brevets, on compense. Ils ont trouvé, magnifique, ils méritent d'être récompensés, mais on massifie la production et on met autour de la table les équipes de scientifiques, de BioNTech, de Oxford qui fait AstraZeneca, de CureVac et de tous les autres, de Moderna, pour dire, mettez-vous ensemble, trouvez les meilleurs vaccins, y compris face aux variants, parce que vous vous rendez compte que l'économie mondiale est arrêtée, qu'il y a de la pauvreté, de la détresse psychologique partout, et qu'aujourd'hui, on laisse quand même globalement les laboratoires pharmaceutiques organiser la vaccination mondiale. C'est pas possible. Stratégie de vaccination toujours. On assiste depuis ce week-end d'ailleurs à une accélération de la campagne de vaccination. Est-ce qu'on va assez vite? Est-ce qu'on vaccine assez vite? Est-ce que ça va assez vite? Et puis comment accélérer la campagne de vaccination? Est-ce qu'il faut désormais passer par des vaccinodromes XXL? Mais il est temps. Il y a eu beaucoup de retard pour vous? Mais l'Allemagne, vous vous rendez compte que Angela Merkel, avec les régions, avec les municipalités, dès l'été dernier, ils s'entraînaient à vacciner. Et nous, on apprend aujourd'hui, y compris dans le journal, qu'on va peut-être réfléchir. C'est JDD qui annonce ça. Qu'on va peut-être réfléchir à des vaccinodromes. Et c'est le professeur Fischer qui dit qu'il faut peut-être passer qu'on va peut-être élargir à des vaccinodromes, qu'on va peut-être avoir besoin de personnes pour vacciner, mais on est quand même toujours stupéfait par notre incapacité en France à penser de la logistique. Est-ce que ça veut dire que vous pensez, comme certains disent, est-ce que vous faites, comme certains disent, un procès en incompétence au gouvernement? En clair, est-ce que la France a tout faux depuis le début de la crise? Non. Vous savez, cette pandémie, elle est mondiale. Cette pandémie, elle casse toutes les sociétés aujourd'hui. Ce sont des drames humains. Il faut quand même se souvenir qu'en France, on continue à avoir entre 2000 et 2500 morts par semaine. C'est un drame absolu. Plus toutes les personnes qui vont en réanimation, qui vont échapper à la mort, mais qui vont avoir des séquelles dramatiques, plus ces gamins qui font la queue pour avoir mangé. Donc tout ça est dramatique. Et vous dites pas, c'est à cause du gouvernement? Ce que je regrette, c'est que le président de la République n'ait pas, dès le début, fait plus d'intelligence collective en mettant autour des scientifiques les entreprises, les maires, les régions, les forces politiques, les syndicats, pour en permanence avoir un diagnostic partagé. Ça ne lui enlève pas sa prérogative de décider à la fin, mais qu'on ne soit pas en permanence à se dire « Ah tiens, le président de la République, en répondant à un étudiant, a dit 4 à 6 semaines », sans qu'on sache pourquoi il dit ça. D'ailleurs, vous y croyez, vous, à cette normalisation des choses d'ici le fin avril, début mai? J'en sais rien. Moi, ce que je veux, c'est comprendre. Moi, à partir du moment où on n'est pas associé, moi, ce que j'aimerais, c'est que on nous explique. Vous savez, les Françaises et les Français, ils ont parfaitement conscience de la gravité de cette pandémie. Tout le monde en a ras-le-bol, mais tout le monde a conscience de ce qui se passe. Donc, on aimerait avoir un peu plus de visibilité et qu'on nous explique. Après, je l'ai dit, on est toujours très en retard du point de vue de la logistique et qu'on commence à réfléchir à des vaccinodromes, qu'on commence à réfléchir à ce que les pharmaciens puissent vacciner après avoir dit « Ah, dans la première phase, on n'a pas pris les médecins généralistes. Dans la deuxième phase... » C'était parce que Pfizer rendait impossible cette Oui, mais c'est aussi à un moment donné, on se dit « Ah, on n'a pas pris les médecins généralistes. Ah, après, on va passer par les médecins généralistes. » Puis on se rend compte que c'est un peu compliqué de tout faire passer par les médecins généralistes. Je trouve que, du point de vue logistique, encore une fois, ça pêche énormément. Vous savez, pendant la guerre 14, il y a un homme qui a notamment permis à ce que la logistique et le ravitaillement s'organisent correctement. Il s'appelait Jean Monnet. L'un des pères fondateurs de l'Europe, sa première responsabilité en 14, et il y avait des ministères pour ça, c'était le ravitaillement, logistique. Mais là, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est dû, vous parlez de Jean Monnet, c'est dû aussi à l'Europe. Non, parce que l'Europe ne peut pas organiser la vaccination dans les pays. Ça, c'est certain. Vous savez, la santé n'est pas vraiment une compétence européenne. Elle a pris cette idée d'organiser l'approvisionnement en vaccins. Très bien, elle l'a fait avec trop de frilosité, encore une fois, je l'ai dit. Maintenant, vous ne pouvez pas, à partir du moment où ça marche en Allemagne, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France. Il faut vacciner. Alors là, on vaccine depuis ce week-end, d'après ce qu'on voit, d'après ce que disent la presse d'ailleurs, le JDD notamment et le Parisien. Faut-il rendre le vaccin obligatoire pour les soignants? C'est une question qui se pose aujourd'hui. Les soignants ont un rôle clé depuis un an.
Ils sont épuisés, ils ont été applaudis pendant des mois et ils mériteraient de continuer à être applaudis pour le travail incroyable, le sacrifice qu'ils font de leur vie pour être là matin, midi, soir, nuit, pour nous soigner. Vaccination obligatoire. Maintenant, il y a de la réticence. Moi, ce que je propose... Réticence, attends, précise les choses, réticence notamment par rapport au vaccin à l'AstraZeneca. Parce que aussi, il faut entendre que les soignants, ils se sont dit, vous savez, on a été tellement maltraités avec les masques, avec les équipements, dans la première période, qu'on a eu vraiment l'impression qu'on était les premiers de tranchées et qu'on ne nous envoyait pas avec les équipements nécessaires. Ce que je dis, faisons un deal avec les soignants. On leur offre, en termes de vaccination, le meilleur vaccin. Et pour Parce vous, évidemment, et pour vous, c'est Pfizer. C'est Pfizer. Mais quand vous dites ça, en termes de quantité, quand vous dites ça, ça renvoie. On fait un deal. Attendez, quand vous dites ça, ça renvoie à l'interview du patron de AstraZeneca France. Il dit quand on émet des doutes sur notre vaccin, eh bien ça diminue, ça diminue la. C'est évident. C'est le président de la République qui a été le premier à émettre des doutes sur le vaccin AstraZeneca. Et puis il faut pas nier que il y a eu dans leur période de test, à un moment donné, des choses un peu troublantes. Maintenant, toutes les autorités nous disent l'AstraZeneca, il protège autant que les autres. Ouais. Mais s'il y a le moindre doute pour la communauté des soignants, eh bien, je dis, on les vaccine avec des Pfizer. Et s'ils ne se vaccinent pas avec les Pfizer, alors on rend la vaccination obligatoire. Ce n'est pas possible que celles et ceux qui sont au cœur du dispositif de soins ne soient pas vaccinés. Et vous dites... En revanche, ces personnes méritent d'avoir le vaccin qui, a priori, protège le mieux. Et donc, on organise la campagne de vaccination avec Pfizer pour les soignants, puisque l'AstraZeneca semble être efficace pour toutes les personnes. De toute façon, on remplace... Vous savez, en plus, vu le problème logistique lié à Pfizer, notamment à la chaîne du froid, c'est plus facile de vacciner dans les hôpitaux. Et alors, donc, ça veut dire que si vous dites si les soignants refusent le vaccin Pfizer... Si les soignants refusaient le Pfizer, moi, je pense qu'il faut aller vers la vaccination obligatoire. Quand là, D'abord, quand, c'est-à-dire, quand faut-il proposer aux soignants le vaccin de Pfizer? Mais dès demain. Donc dès demain, si on nous dit lundi 8 mars. Ouais. Dès demain, ce que je demande au gouvernement, c'est d'organiser la campagne de vaccination pour les soignantes et les soignants avec Pfizer. Et s'il s'avérait qu'il continue à y avoir des réticences, que je ne crois pas, parce qu'ils sont, encore une fois, ils sont au front depuis 1 an. Donc, ils n'ont pas le moindre doute sur leur responsabilité et sur le fait qu'aujourd'hui, la première maladie nosocomiale dans l'hôpital, c'est lié à la Covid. Au Covid, oui. Donc, il faut absolument vacciner. Donc, Pfizer, et puis s'il y avait des réticences, à ce moment-là, on rend la vaccination obligatoire. Et alors, une question par rapport à ce que vous venez de dire. Vous dites le meilleur vaccin, c'est Pfizer. Ça veut dire que quelque part, les gens qui vont vous écouter, qui vont avoir connaissance de vos déclarations, ils vont se dire, même Yannick Jadot nous dit, il ne faut pas se faire vacciner par AstraZeneca. Mais non, c'est comme les masques. Et vous, vous êtes déjà fait vacciner ou pas? Non. Et donc, j'ai plus de 50 ans. Et si on vous propose l'AstraZeneca, j'y vais. Ouais. J'y vais sans le moindre doute. Mais de la même façon que dans les hôpitaux, évidemment, les personnels soignants... Mais vous dites le meilleur, c'est quand même Pfizer. ont des masques qui sont meilleurs que les nôtres, on les FFP2. Ils méritent très largement d'avoir le vaccin qui a prouvé la plus forte efficacité, y compris vis-à-vis des variants. Et puisqu'ils ont cette inquiétude, c'est une forme de reconnaissance du fait que ces personnels-là ont été maltraités dans la première période, donc qu'on leur donne le vaccin sur lequel on a le plus d'informations confirmé. Et moi, demain matin, je n'hésiterai pas, si on me le propose, à être vacciné avec l'AstraZeneca. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de ce qu'on disait au début de cette épidémie, au début de la campagne de vaccination? Pfizer était considéré comme un vaccin qui n'était pas efficace parce que c'était un vaccin ARN. Vous vous souvenez là, aujourd'hui, il y a confirmation. Si vous voulez, donc, tout le monde a eu des doutes. La science évolue et les connaissances scientifiques évoluent. Au niveau européen, y compris parmi les pays qui aujourd'hui essayent d'avoir des vaccins russes ou chinois. Chinois, bon,
Ça a été proposé. Hein. Ça a été proposé. Il y en a qui le proposent. Là, et puis et d'ailleurs, vous parlez de ça. Donc c'est la Hongrie et d'autres pays de l'Est qui veulent des vaccins russes. L'Autriche et le Danemark, ils se tournent aussi vers Israël pour développer de nouveaux vaccins et de nouveaux traitements. Eh bien, vous voyez que la proposition que je fais de mettre des centres de recherche, de mettre les scientifiques ensemble pour développer les meilleurs vaccins, les plus résistants aux variants qu'on connaît et qui viendront malheureusement, vous voyez que cette idée, elle est bonne, puisque le Danemark, l'Autriche et Israël réfléchissent à ça. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que l'Union européenne mette tous ses moyens pour que ça advienne. Alors, autre question, c'est la question du pass sanitaire. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas? Aujourd'hui, non. Oui, mais alors vous allez... Alors, je vous précise la question. Aujourd'hui, non, parce que tous les Français, puisqu'on parle de la France, ne sont pas vaccinés. Voilà. Et alors, à partir du moment où une majorité de Français le sera, est-ce que ça sera une solution? À partir du moment où toutes celles et tous ceux qui veulent être vaccinés auront été vaccinés, qu'on aura prouvé, parce qu'il faut quand même faire attention, que la vaccination nous empêche d'être contagieux. Empêche la contagion et nous empêche la transmission. À ce moment-là, moi, j'ai pas de difficulté avec un pass sanitaire ou un pass vaccinal. S'il y a des personnes qui veulent vraiment pas se faire vacciner, c'est leur responsabilité. Voilà. Mais on va pas continuer à fermer les musées, les bars, les restaurants, tout ce qui va nous redonner un peu de plaisir à la vie aussi, être fermé parce que des personnes ne voudraient pas du tout être vaccinées. Donc, si je vous comprends bien, vous dites le pass sanitaire, oui, si. Ah oui, quand? Oui, quand et oui, si. Oui, si, oui, quand? Oui, si, oui, quand. Alors, par rapport aussi à cette crise sanitaire, je vous ai entendu dire, ou je comprends dans ce que vous dites, que cette crise sanitaire, elle bouleverse tout. Y compris nos certitudes, y compris vos certitudes. Y compris nos certitudes. Vous savez, ça fait longtemps que les écologistes combattent, par exemple, la déforestation. Et on voit que cette déforestation, très, très probablement, a généré cette pandémie, au sens où un virus issu de la faune sauvage, c'est quand même l'option la plus probable retenue par l'Organisation mondiale de la santé, un virus issu de la faune sauvage qui normalement reste au fond de la forêt, et bien parce qu'on déforeste, parce qu'on rapproche la faune sauvage des communautés humaines, à un moment, il y a transmission. Et on sait que si on continue comme ça, eh ben, d'autres pandémies adviendront, et potentiellement encore plus dangereuses, qui seraient quand même d'une tristesse et d'un drame absolu. Et on sait aussi que le dérèglement climatique, si on le laisse s'accélérer, produira des chocs sur nos sociétés qui nous bouleverseront aujourd'hui. On a vu de la même façon l'Union européenne et son industrie être en retard en matière de souveraineté, d'autonomie stratégique du point de vue de la santé. Et on a vu en France un État-providence dont on est souvent fier en matière de services publics, ne pas fonctionner. Et de santé. Et de santé, bien sûr, ne pas fonctionner comme on le souhaiterait. On a vu un État stratège, parfois défaillant, où on a l'impression, c'est quand même... Vous vous rendez compte qu'on arrive en matière de santé parfois à avoir 10, 15 comités, agences de santé qui se croisent, dont on ne connaît plus... Donc vous parlez de ceux qui conseillent le président de la République. Dont on ne connaît plus exactement le champ de responsabilité pour s'occuper de notre santé. Et à la fin, on va contracter avec McKinsey parce qu'on ne sait plus à qui donner la responsabilité. Donc on voit bien qu'il y a une réforme de l'État pour le rendre plus efficace et puis d'autres façons de gérer notre pays, où on doit faire plus confiance aux maires, on doit faire plus confiance aux présidentes et aux présidents de région, on doit faire plus confiance aux acteurs de la société. C'est aussi une façon, vous savez, dans ce moment un peu de panique identitaire, de repli, de sentiment de déclassement de notre pays, remettre de la démocratie partout, c'est aussi une façon de nous redonner confiance. Alors, on aura abondamment entendu parler ces dernières semaines, ces derniers mois d'un monde d'après où rien ne sera plus comme avant. C'est un peu ce que vous venez de dire là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Par exemple, un certain nombre d'écologistes, parmi les premiers à avoir dit ça, c'est Yves Cochet, qui disent il ne faut pas de la croissance, il faut de la décroissance. Qu'est-ce que vous dites, vous? Il nous faut de la croissance en matière de prévention de la santé. Il nous faut en matière économique. Il nous faut, oui, mais vous savez, la matière économique, ça n'est que de la santé, que de l'artisanat, il nous faut de la croissance en matière de rénovation de nos logements. On sait que c'est un enjeu climatique, un enjeu de pouvoir d'achat, un enjeu d'emploi majeur.
Moi, je vois des entreprises en Europe qui investissent sur la sidérurgie zéro carbone. C'est Vattenfall, un des plus grands groupes mondiaux. Le plan de relance, il va dans le bon sens, d'après ce que vous Et pour l'instant, on l'a pressentez? pas. Ouais. Pour l'instant, on l'a Non, pas. mais il y a des projets qui ont été Ah, mais il y a des projets. précisés. Si vous voulez, ce qui est, vous savez, Mais que si vous parlez si du on n'a monde pas d'après. tout, si on n'a pas tout, c'est parce que Vous ça parlez du bloque monde aussi d'après. au niveau de Vous parlez- l'Europe. Hein. Vous avez parlé du Ouais. monde d'après. Vous vous souvenez, on était à la moitié du premier confinement, et effectivement, tout le monde parlait du monde d'après. Parce qu'on a l'impression que la crise allait s'arrêter. Aujourd'hui, plus personne n'en parle en vrai. Parce qu'on a l'impression d'être dans un tunnel dont on n'arrive pas à sortir. On n'arrive pas à sortir de cette obscurité, de cette détresse, de cette casse et de cette tristesse. Et donc, il va nous falloir pas tout changer, ça veut rien dire tout changer. Mais on voit bien qu'on peut plus aller vers un modèle économique qui crée de la pandémie, du chaos climatique, en plus des inégalités et d'une forme d'affaissement démocratique. Donc il va falloir retrouver une forme d'enthousiasme autour d'un projet. Et le projet que je porte avec les écologistes, c'est de dire ce qui est essentiel. Nous soigner, nous protéger, le lien, la solidarité et évidemment l'innovation technologique, l'innovation industrielle, l'innovation sociale. Tout ça doit être au cœur d'un nouveau projet parce qu'on ne peut pas se résigner ni à la peur, ni à la colère, ni à la tristesse. Un nouveau projet, c'est-à-dire? On parlera tout à l'heure de la présidentielle, mais qu'est-ce que c'est ça un veut projet dire? autour de l'écologie. Ouais. C'est ce projet qui relocalise une partie de l'économie sur nos territoires, qui repense et renforce nos services publics, y compris là où on a des territoires abandonnés. Et elle n'est pas si loin, la crise des Gilets jaunes, avec ces personnes qui défilaient pour dire « Nous, on n'a plus de gare, on n'a plus d'hôpital ». Est-ce qu'on doit, il nous faut faire 3/4 d'heure pour avoir un généraliste et il nous faut attendre 3 semaines. Donc on voit bien la nécessité de repenser nos territoires, de repenser tactiquement, stratégiquement, politiquement la place des services publics, mais surtout d'avoir cette économie qui redonne du sens au travail. Tout le monde s'est interrogé sur son travail pendant cette période de confinement. Télétravail ou pas? Télétravail ou pas. On voit bien que à la fois ça a généré de l'autonomie, ça a réduit les temps de transport contraints, mais on voit aussi que ça désocialise. Ça a réduit les échanges sociaux, voilà. Et ça désocialise, donc il va falloir repenser ça. Il va falloir repenser nos transports. Il va falloir... Et puis ça provoque aussi des problèmes pour le petit commerce. Hein. Et ça provoque des problèmes pour le petit commerce. Pourquoi depuis tant d'années on se bat contre les centres commerciaux en périphérie? Parce qu'on a besoin de se socialiser dans notre bourg. Et pas simplement les grandes métropoles, les petites et les moyennes villes, qu'on oublie trop souvent en politique, les campagnes. Vous voyez bien qu'il y a eu un appétit dans tous les sens du terme, pour une alimentation de qualité. Est-ce qu'on continue à développer des accords de libre-échange pour importer du bœuf bourré aux antibiotiques brésiliens qui bousillent l'Amazonie? Ou on fait confiance à nos éleveurs pour qu'ils alimentent nos cantines, pour qu'ils alimentent nos circuits courts? A priori, c'est ce qui a été choisi au niveau national. Je peux vous dire que au niveau européen, la France continue de zigzaguer entre une position publique sur le territoire national pour dire on est contre l'accord avec le Mercosur, mais au niveau européen, ils zigzaguent pour qu'on puisse le signer. Et donc, vous voyez bien qu'on ne peut plus contribuer à massacrer l'Amazonie, à soutenir... Enfin, quand même, y compris politiquement. Bolsonaro, vous vous rendez compte? Qui insulte les Brésiliens parce qu'ils sont inquiets du Covid. Mais ça devrait nous vacciner contre l'extrême droite et Marine Le Pen. On va en parler de manière définitive. Alors, vous parlez de la situation dans les villes et les banlieues. L'actualité, c'est aussi ces violences urbaines, notamment à Lyon et dans sa banlieue, qui sont poursuivies hier soir. C'est la faute à quoi? Au contexte sanitaire, au trafic de drogue ou à la mauvaise gestion des élus, notamment du maire écologiste de Lyon? Ça serait gonflé de faire reposer sur le maire de Lyon des violences qui existent depuis des années et des décennies. C'est dû à quoi? C'est dû un peu à tout ce que vous avez dit. Donc, y compris au maire de Lyon, alors? Non. Non, vous savez, le maire de Lyon a obtenu plus de policiers. Le maire de Lyon, il a renforcé. On va citer son nom quand même. Le maire de Lyon, Grégory Doucet. Grégory Doucet, et qui travaille avec Bruno Bernard, qui est le patron de la métropole. Ils ont réussi à obtenir de Darmanin plus de policiers nationaux qu'en avait obtenu Gérard Collomb. Et ils ont renforcé les polices municipales, comme dans les autres villes que nous gérons. Alors sur ces violences, Sur ces violences, écoutez, vous avez malheureusement un cocktail totalement explosif
qui s'ajoutent depuis des années. On a retiré la police de proximité. On a réduit les effectifs de la police, notamment sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc, ça a créé une accélération, malheureusement, des trafics dans les quartiers. On a fait de la politique du chiffre. Les trafics dans les quartiers, si je ne me trompe pas, si j'ai le bon chiffre en tête, c'est 3 milliards d'euros par an. Trafic de drogue. Mais on sait à quel point, de toute façon, ça organise les mafias et que ça met sous la coupe de trafiquants des quartiers entiers aujourd'hui et qui réinvestissent dans l'immobilier et qui sont en train de pourrir, telle la mafia dans les pires moments, la vie de quartiers et la jeunesse. Villes et la jeunesse. Et la jeunesse, et surtout la jeunesse. Donc il faut à la fois ce qu'avait proposé Jean-Louis Borloo Et quand le président de la République avait rejeté le plan Borloo, la question, c'est pas de savoir sa relation à Jean-Louis Borloo, c'est que Jean-Louis Borloo avait travaillé avec les maires de toute affinité politique. Il avait travaillé avec les acteurs sociaux pour remettre de l'associatif, pour remettre de l'insertion, de l'intégration, des perspectives, pour casser les ghettos, pour casser les discriminations. Il faut donc réprimer, bien sûr, mais il faut organiser ces quartiers pour qu'ils ne soient plus le lieu de bandes organisées. Alors, puisqu'on parle du maire de Lyon, il y a un certain nombre du maire de Lyon Vert et ELV, un certain nombre d'initiatives prises par les maires ELV depuis un an qui ont débouché sur des polémiques. Donc la dernière, celle du maire de Lyon, Grégory Doucet, d'instaurer temporairement un menu sans viande dans les cantines scolaires. Il avait critiqué cet été le Tour de France. Avant cela, le maire de Bordeaux, ELV Pierre Urmic, avait mis fin à la tradition du sapin Noël sur sa principale ville. Puis il y a eu d'autres initiatives. Est-ce que vous reconnaissez dans ces initiatives ? Alors sur le menu dans les cantines, c'est le pragmatisme et la responsabilité. L'idéologie dans cette affaire, elle a été côté de Gérald Darmanin et de Normandie, qui ont attaqué de manière outrancière le maire de Lyon. Qu'est-ce qu'il a fait, le maire de Lyon ? Il a dit, on nous impose un protocole sanitaire. Vous savez à quel point les personnels des cantines et le personnel des écoles sont soumis régulièrement à des changements de protocole sanitaire. C'est très difficile et il faut leur rendre hommage. Et là, d'un seul coup, un nouveau protocole sanitaire qui dit il faut 2 mètres entre les enfants. Et donc, la seule solution qu'avait appliquée Gérard Collomb déjà en son temps, c'est de dire on fait un menu unique qui n'est pas un menu végétarien, puisqu'il y a des œufs et du poisson. Alors certains disent Grégory Doucet a proposé ça pour passer au-delà de la polémique viande halal. Ce sont les écologistes qui défendent les producteurs locaux de viande. Ce sont les écologistes qui veulent que dans les cantines, on ait de la viande qui soit issue de proximité et non pas de l'autre côté de la planète. Et je l'ai dit, ce sont les écologistes qui défendent l'élevage contre la mondialisation de la malbouffe et de la souffrance animale. Donc, on est parfaitement dans notre responsabilité. Et il ne faudrait pas que ce gouvernement, dont la charge est lourde aujourd'hui incontestablement, la crise économique, la détresse sociale dont il semble, au fond, qu'il semble largement ignorer, la crise sanitaire, mais que le ministre Darmanin et le ministre de Normandie soient à 100% sur leur mandat, qu'ils ne créent pas des polémiques comme on a vu. Jusqu'à maintenant, c'était l'apanage de l'extrême droite de créer des polémiques débiles, irresponsables, idéologiques. Alors aujourd'hui, que le gouvernement ne tombe pas dans ce travers-là, qu'il soit au boulot 24/24 sur ce qu'attendent les Françaises et les Français. Alors on a évité autre sujet d'actualité. On a évité vendredi à Marseille, a priori un massacre antisémite dans une école juive et une épicerie cachère. Preuve que l'antisémitisme est toujours présent, notamment de la part d'une jeunesse radicalisée. C'est Manuel Valls, c'est Emmanuel Macron, c'est François Hollande qui l'ont dit, par la haine d'Israël. Comment on entend arriver là ? C'est dramatique. Alors même si à Marseille, c'est une personne de 60 ans. À Marseille, on ne sait pas. Moi, j'ai écouté le préfet, les élus. Sûr. Mais bon, il est mis en hôpital psychiatrique. On ne connaît pas. Mais sur l'assassin du maire aussi avait été mis sur l'analyse globale qui dit qu'il y a encore et malheureusement parfois une multiplication des actes antisémites et de l'antisémitisme dans notre pays, c'est vrai et c'est absolument dramatique. Qu'il y ait dans les quartiers de l'antisémitisme, c'est aujourd'hui une évidence. Et moi, je ne me satisfais pas d'un pays qui se dévise par ses communautés. Parce qu'il y a de l'antisémitisme et franchement, qu'un pays comme la France regarde de manière presque parfois
pas résigné parce que il y a des lois, mais le départ de Français de France, c'est Vous dramatique. parlez des départs de Français de France vers Israël? Voilà, par exemple, vers Ouais. Israël, qui quittent la France parce qu'ils se sentent plus en sécurité en France, c'est absolument dramatique. Avec l'histoire qu'a notre pays, c'est dramatique. Qu'il y ait du racisme anti-musulman dans notre pays, c'est une évidence. Moi, je me satisfais pas de cette rupture qu'il y a aujourd'hui entre les Français autour des communautés religieuses. Et donc, il faut traiter de manière extrêmement ferme tous les actes racistes, antisémites dans notre pays. Et il faut trouver un beau projet pour notre pays qui nous réunisse. Parce que moi, je ne me résigne pas à la séparation. C'est ça les valeurs de la République, hein? Mais ça s'appelle la République. Ça s'appelle la République. Ça s'appelle la Alors, République. quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon, on va aller un peu plus vite parce qu'on va arriver à la fin de l'émission. Pardon. On a 15 minutes avant la fin de l'émission, il y a plein de questions. Donc, Jean-Luc Mélenchon qui affirme, je le cite, qu'il y a dans ce pays une haine des musulmans déguisée en laïcité. Comment ça vous fait réagir? Je l'ai dit, qu'il y ait du racisme anti-musulman dans notre ça, pays, c'est une évidence. Personne ne peut le nier. C'est une évidence. Mais attention à ne pas instrumentaliser ces conflits entre communautés. Attention à ne pas instrumentaliser, évidemment, ni la laïcité, ni le racisme envers des communautés. Moi, je pense que notre responsabilité d'élu, il n'est pas au fond de... Vous savez, il y a de la colère dans ce pays. Il y a des tensions. Et notre responsabilité, c'est évidemment de prendre ces colères, de les faire nôtres, mais pour apporter des solutions, pas pour les instrumentaliser. Alors justement, pas pour les instrumentaliser. Le député Éric Coquerel, insoumis, lui, il a comparé, c'était le 19 octobre dernier sur Sud Radio, la situation, et je le cite, situation des musulmans de France dans la France d'aujourd'hui à celle des juifs pendant la période hitlérienne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Comparer des choses absolument incomparables du point de vue de ce qu'a été la réalité de l'antisémitisme, de la Shoah, du racisme d'État, parce qu'à l'époque, il y a eu un racisme d'État anti-juif. C'est pas le cas aujourd'hui, on est d'accord. Mais bien sûr que non. Moi, je pense pas qu'il y ait dans notre République du racisme d'État contre personne. Contre personne. Les lois sont censées protéger. Elles peuvent être mal appliquées. Voilà. Donc, je trouve ça inacceptable de faire ce type de comparaison. Je trouve ça inacceptable. Toute cette forme de relativisme qui vise à tout mettre sur un pied d'égalité, cette confusion-là ne sert personne. Elle ne sert aucune cause. Elle ne sert aucune protection de qui que ce soit. Autre question, autre sujet. Serge Gainsbourg disparaissait il y a tout juste 30 ans. De nombreux hommages, de nombreux hommages ont été rendus. Néanmoins, Yannick Jadot, des féministes, notamment le site Au Féminin, considère, je le cite, qu'on n'a plus forcément envie d'écouter Gainsbourg aujourd'hui, du fait de sa misogynie, d'un parfum de néocolonialisme dans sa chanson Couleur Café, ou du côté incestueux de Limone Inceste. Alors, est-ce qu'il faut censurer Gainsbourg ? Et qu'est-ce que vous pensez, moi, je ne suis pas sur la cancel culture. Et qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je ne suis pas sur la cancel culture. Donc, ni sur la culture des indigénistes. Que maintenant, si vous voulez, la chanson Lemon Incest, par exemple, avec toutes ses ambiguïtés, elle est inacceptable aujourd'hui. Elle est inacceptable aujourd'hui quand on apprend qu'un enfant sur 10 serait victime d'inceste. Cette ambiguïté-là, elle est inacceptable. Est-ce qu'il faut annuler, supprimer Serge Gainsbourg ? Non. Et puis, il y a d'autres artistes qu'on veut censurer, écoutez, des livres qu'on veut censurer. Gide, qu'elle est au Maroc, dans les jardins, avec des petits Marocains, c'est évidemment abominable. Mais la culture est une et indivisible. Je ne sais pas si la culture, j'ai pas de phrase définitive. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas sur la cancel culture. Mais aujourd'hui, il faut articuler l'histoire, il faut articuler les mémoires et tous ces combats contre l'inceste, contre les violences sexuelles, tout ce qui a été trop souvent ignoré aujourd'hui, évidemment, c'est au cœur de l'agenda, c'est au cœur des souffrances et il ne faut plus faire ce qu'on a fait. Alors, l'événement politique de ces derniers jours qui a marqué la semaine qui s'écoule, c'est la condamnation de Nicolas Sarkozy à 3 ans de prison, dont un ferme, pour corruption. Est-ce que vous comprenez les critiques de l'ancien président, donc Sarkozy, contre le parquet financier ? Et puis, question
subsidiaire, si l'on peut dire. Suite à ces critiques de Nicolas Sarkozy et de ses proches contre le parquet financier, François Hollande affirme aujourd'hui dans Le Parisien ne pas accepter les attaques répétées contre la justice. Qui a raison ? Qui a tort ? Je l'ai dit, moi, j'ai dit immédiatement quand Nicolas Sarkozy a été condamné que je ne porterai pas de jugement sur cette condamnation. Mais ensuite, il y a eu des déclarations des gens. Je peux autres. avoir des idées, un jugement à titre personnel quand on est élu de la République. Moi, je suis partie prenante du pouvoir législatif, je suis député européen, et donc je n'ai pas à commenter une décision de justice. Alors, mais il y a eu la déclaration de Nicolas Sarkozy. Je regrette toutes les attaques des Républicains, notamment, mais pas simplement des Républicains d'ailleurs, de tous ceux et toutes celles qui se sentent menacés par la justice, un procès contre l'indépendance de la justice. Vous savez, l'état de nos sociétés est compliqué, on est tendu. On a vu aux États-Unis des groupes suprémacistes entrer dans le Capitole. Il nous faudra, pour le prochain président de la République, mais comme un débat démocratique, avoir une présidente ou un président qui a un rapport très sain à la démocratie, à la séparation des pouvoirs. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que ça a été le cas sous François Hollande ? Est-ce que ça a été le cas sous Nicolas Sarkozy ? Le parquet national financier, c'est une très bonne innovation. Et d'ailleurs, ce qu'a fait le parquet national financier a été confirmé par les juridictions qui se sont interrogées sur les procédures. Et puis, ce n'est pas le parquet national financier qui a jugé, sont des magistrats indépendants qui ont jugé Nicolas Sarkozy. Il a le droit de faire appel, c'est la force de la démocratie. Il peut critiquer le jugement qu'il a reçu, c'est son droit. Maintenant, on n'attaque pas la justice dans un pays qui est déjà fracturé et où, on le voit, notre démocratie s'affaisse. C'est la responsabilité des élus de défendre l'indépendance de la justice. Est-ce que les juges sont intouchables, doivent être intouchables ? Mais ils ne sont pas intouchables. Les juges... Ils ne sont jamais sanctionnés. Mais attendez, les juges, il y a dans la justice des outils de contrôle du bon fonctionnement de la justice. Ça a été le cas dans l'affaire Sarkozy. Tout a été contrôlé, recontrôlé, surcontrôlé. Vous avez un Conseil supérieur de la magistrature. Donc, faisons confiance aux règles de contrôle au sein de la justice, qu'il y ait des améliorations à avoir. Vous savez, l'Union européenne s'inquiète en permanence de l'indépendance de la justice en France. Pas des magistrats, mais justement du parquet, des liens qui ne sont pas totalement clairs sur l'indépendance. Mais en l'occurrence... Et vous aussi, c'est des questions que vous posez, des choses que vous dénoncez. C'est ce que défendait Dupond-Moretti pendant des années. Il a dit qu'il n'aurait pas le temps de le faire. Mais c'est ce qu'il a défendu. Bien sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer. Mais quand on appartient au pouvoir exécutif ou quand on appartient au pouvoir législatif, notre responsabilité est de défendre l'indépendance de la justice. Sinon, on perd tout repère pour les Françaises et les Français. Alors, autre actualité, dans 3 mois, ce sont les élections régionales. Est-ce juste de dire que votre stratégie est, comme dans les Hauts-de-France, de vous allier avec la France insoumise ? Vous savez, dans les Hauts-de-France, l'objectif de Karima Delli, c'est de rassembler autour de l'écologie toutes les forces de gauche. ELV, qui est ELV. Elle a fait le premier accord avec la France insoumise. Il y a des discussions avec le Parti socialiste, avec le Parti communiste. J'espère que ces discussions aboutiront parce que c'est la seule chance de peser sur le scrutin dans les Hauts-de-France. Mais comme partout, comme nous l'avons fait municipal, c'est toujours autour du projet écologiste que nous créons un rassemblement. Alors, votre combat, en tout cas, Yannick Jadot, c'est la présidentielle. On est d'accord. Là, c'est déjà les régionales. Vous savez, je me balade partout dans les régions parce que quand on voit, on ne va pas parler des régionales, mais quand on voit les compétences des régionales, c'est essentiel. Et les budgets. Et les budgets, c'est extraordinairement important. Notamment dans le cadre du plan de relance. Sur les transports, sur l'alimentation, sur les lycées, sur beaucoup de choses, c'est essentiel. Alors, mais bon, votre combat, c'est la présidentielle. Face à vous, dans le cadre de la primaire présidentielle ELV, il va y avoir, a priori, le maire de Grenoble, Éric Piolle, et aussi Sandrine Rousseau. On a l'impression que chez les Verts, en tout cas dans une partie ou chez une partie de la direction menée par Julien Bayou, c'est tout sauf Jadot. Comment vous l'expliquez ? Pourquoi on veut vous barrer la route comme ça ? Je ne partage pas votre diagnostic. Moi, j'ai parfaitement confiance. On a compris que Bayou soutient Piolle. Ah ben, écoutez, moi, il ne l'a pas dit. Je ne confirme pas du tout cet état d'esprit ou cette prise de position. Je pense qu'aujourd'hui, les écologistes ont une responsabilité historique. C'est de contribuer à un rassemblement qui redonnera l'espoir
dans notre pays, qui nous réconciliera avec le futur, qui offrira des perspectives d'emploi à nos enfants, eh bien, cette responsabilité-là, c'est une responsabilité historique. Il faut qu'on soit à la hauteur de ça. Et moi, je l'ai toujours dit, c'est autour de l'écologie que ça doit se construire. Autour ou derrière? Ou derrière le candidat écologiste? Ou derrière le candidat Vous écologiste? savez, les socialistes ont gouverné 5 ans. On parlait du président Hollande tout à l'heure. On gouverné 5 ans dans les 10 dernières années. Ça n'a pas été la révolution écologique, il ne faut pas se raconter d'histoire. Du point de vue social, ça a été parfois très fluctuant. Donc moi, je vois les socialistes évoluer vers l'écologie, tant mieux. Mais en 2022, c'est le tour de l'écologie. Mais ça sera un rassemblement forcément entre Mélenchon et Macron. Et il va falloir construire ce rassemblement avec détermination et responsabilité. Alors, justement, est-ce que vous excluez d'être candidat à la présidentielle sans passer par la case primaire ELV? Aujourd'hui, il y a un dispositif, c'est la primaire des écologistes. Moi, je l'ai toujours dit, attention à ce que cette primaire ne devienne pas une primaire identitaire. C'est-à-dire qu'elle se devienne une machine à perdre. Vous vous souvenez, les primaires en 2016, à gauche, au fond, bien sûr, ça a intéressé des centaines de milliers, voire des millions. 10 000 militants qui ont voté en 2017. Non, je parle de la primaire socialiste. Ah, la primaire socialiste, pardon. Qu'est-ce qui a été réglé dans la primaire socialiste? C'était quoi l'identité socialiste à ce moment-là? Parce qu'ils pensaient ne plus pouvoir gagner l'élection présidentielle. À droite, ça a été c'est quoi l'identité de la droite? Parce qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient gagner. Ça n'a pas été... vous avez choisi Benoît Hamon. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit, s'il doit y avoir une primaire, ça doit être une primaire de conquête. Attendez, s'il doit y avoir une primaire, vous parlez de ELV. Oui, mais... Laissez-moi finir. S'il doit y avoir une primaire, ça veut dire que c'est pas certain. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on garde l'agilité et l'intelligence politique. Parce qu'à un moment donné, si on est convaincu qu'il faut une candidature unique entre Mélenchon et Macron, eh bien, il faudra qu'il y ait un processus de désignation à la taille de cet espace politique-là. Donc forcément, avec les socialistes, entre autres, avec les radicaux, avec tous les humanistes et les progressistes ça veut dire que qui en veulent. Et donc, il ne faut pas que la primaire écologiste devienne un obstacle à ce grand rassemblement. Je l'ai toujours dit, j'assume, je me prépare à l'élection présidentielle parce que je ne veux pas qu'on se retrouve dans un duel, soit la résignation, soit le vote contre Marine Le Pen. Je veux un projet d'enthousiasme autour de l'écologie pour notre pays. Mais ça veut dire que, donc ça veut dire, a priori, la primaire ELV est prévue à la rentrée. Avant septembre, oui. Avant fin septembre. Avant fin septembre. Mais s'il doit y avoir une union entre les forces de gauche, entre, comme vous dites, Mélenchon et Macron, ça veut dire que cette primaire n'aura plus lieu d'être. Écoutez, on verra. On verra à ce moment-là. Moi, ma conviction et ma détermination et ma responsabilité, c'est de contribuer à ce qu'on gagne en 2022. Parce que franchement, moi, je ne me satisfais pas des gamins qui font la queue pour pouvoir manger. Et je ne me satisfais pas. J'ai fait sur 2022 l'écologie.fr. C'est une plateforme d'idées que j'ai mis en place. Il y a plein de propositions qui sont à la fois des propositions d'urgence écologique, sanitaire et qui transforment en mieux notre pays et la vie quotidienne des Françaises. 3 minutes, il faut aller vite. Est-ce que vous êtes prêt à vous ranger derrière un autre candidat que vous? J'ai déjà fait ça. Si les sondages faisaient apparaître que ce serait la solution pour figurer au second tour. Écoutez, j'ai déjà fait ça en 2017. Et donc vous ne dites plus jamais? Je pense que pour porter l'écologie aujourd'hui, il ne faut pas simplement des candidates ou des candidats qui se sont verdis. Il nous faut porter cette écologie parce qu'il ne pourrait pas y avoir de demi-mesure au regard des urgences écologiques, sanitaires, démocratiques. Ça ne peut être que derrière vous. Ça sera, moi je veux que ce soit une écologiste ou un écologiste. Et vous savez, l'écologie qu'on porte, c'est pas simplement l'écologie des centres-villes. Elle est essentielle. Et on a des grands élus maintenant de ville. Mais ça doit être aussi l'écologie de la ruralité. Ça doit être l'écologie de la politique industrielle. Ça doit être une écologie européenne. Une écologie des petites et moyennes villes dont on parlait tout à l'heure. 2 minutes de questions. Marine Le Pen présidente en 2022, c'est possible? C'est un danger? C'est un danger, mais moi, je ne me résous pas à simplement penser le front républicain du second tour pour combattre l'extrême droite. Il faut combattre l'insécurité économique, l'insécurité sociale. Il faut remettre de la démocratie partout, l'insécurité culturelle. Et ça, c'est tous les jours. Ce n'est pas simplement comme un slogan au deuxième tour pour se considérer comme le rempart quand on a été trop souvent le marchepied. Le slogan au second tour, on entend une petite musique à gauche qui met sur le même plan Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est insupportable.
C'est-à-dire ? C'est insupportable. Emmanuel Macron, je combats ce que dit Darmanin quand il dit finalement qu'il est plus à l'extrême droite que Marine Le Pen ou que Marine Le Pen est trop molle. Donc Marine Le Pen est trop molle. Mais je ne fais jamais ce trait d'égalité, mais ma responsabilité. C'est que précisez les choses. Ce trait d'égalité entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais ma responsabilité, c'est qu'il y a un vote pour, c'est qu'il y a un vote d'enthousiasme, c'est qu'il y a un vote de projet le 23 avril 2022, le soir du second tour. Et tant mieux si ça pouvait être l'écologie, cette écologie sociale et républicaine que je porte contre Emmanuel Macron, son projet, et que l'extrême droite soit déjà réduit à ne pas participer au second tour de la présidentielle. Et en cas de second tour, Marine Le Pen-Macron, vous faites quoi ? Mais j'ai toujours pris mes responsabilités. C'est-à-dire, vous faites quoi ? Contre l'extrême droite. J'ai toujours Donc pris mes responsabilités contre Le Pen. Mais ma responsabilité. Mais c'est Macron et pas Le Pen. Vous verrez. Vous savez, il y a 5 ans, on disait le second tour, ça sera Nicolas Sarkozy et François Hollande. J'ai toujours pris le second tour de l'élection de 2022, ce sera une écologiste ou un écologiste, ce sera un beau projet pour la France. Et vous dites, en tout cas, pour moi, pas Marine Le Pen. Jamais Marine Le Pen, jamais l'extrême droite. On a toujours pris nos responsabilités. Merci Yannick Jadot, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Merci à vous aussi. Et à dimanche prochain. Merci.